journal. Bienvenue mesdames et messieurs à cette session d'information dont voici les titres. C'est aujourd'hui 19 octobre que l'humanité tout entière célèbre la journée mondiale du cancer du sein au Congo. Combien connaissent cette journée? Prince Tikaya a fait un micro-trottoir à propos. Et puis tout se passe comme si au Congo, il n'y a plus de terre habitable à la vue de l'ampleur des conflits fonciers. Un éditorial est consacré à cette problématique dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue. Les conflits fonciers qui défraient la chronique dans les grandes villes du Congo, particulièrement à Pointe-Noire, portent à croire qu'il n'y a plus de terre habitable au Congo et surtout pas des familles terriennes sérieuses. Mais en traversant les localités du Congo, notre reporter Tivongo s'est rendu compte que le Congo regorge encore des vastes étendues de terres habitables qui attendent d'être valorisés. C'est dans cet éditorial. Vous serez d'accord avec nous que le secteur du foncier est à la une des conflits dits fonciers dans notre pays, au point qu'il ressort que 90% des litiges dans nos tribunaux à Pointe-Noire sont dus à la terre. Vente illicite et usurpation des limites par ici, fausse qualité de propriétaire, fausse famille terrienne et faux acquéreurs par là. Tout se passe comme s'il n'y avait pas moyen de faire autrement que de voler les terres ou les terrains d'autrui, superposer les plans ou encore reprofiler des vieux lotissements afin de prétendre gagner d'autres parcelles de terrain, mais s'il vous plaît, illicitement. De lotissements parfois nocturnes, accompagnés des groupes de gangs et des topographes amateurs et véreux. Que vous dis-je? Il y a aussi la montée d'un phénomène qui semble devenir une culture chez nous, celui de la vente ou de l'achat des demi-terrains à Pointe-Noire, mais surtout à Brazzaville, comme si le Congo n'était constitué que de ces deux villes. Non, chers compatriotes, le Congo regorge encore des vastes étendues de terres dans ces autres localités, encore non habitées et peut-être même non exploitées. Comme vous le constatez, nous sommes sur la route nationale numéro 2. Voyagez par route, au sud comme au nord du pays, sur la traversée de localités ou des départements, vous rencontrerez ces étendues de terre faites des plaines, parfois au paysage éblouissant et séduisant, là où la main de l'homme n'est pas encore passée. L'environnement est encore vert et naturellement organisé. Loin de toute pollution atmosphérique, le cas de cette montagne à la traversée d'Inoni-Falaise, les gens ont trouvé qu'elle a la forme du chapeau de l'évêque catholique, au point qu'ils ont donné à ce lieu le nom de Écotia Monseigneur, entendu donc le chapeau de Monseigneur. Chères dames et messieurs, la terre habitable existe encore. Vous qui avez de l'argent et qui êtes dans le besoin d'un lopin de terre, prière d'explorer aussi d'autres localités. Il est temps de créer des banlieues ou d'acquérir la culture des banlieues. Surtout que le gouvernement est à pied d'œuvre pour la construction des routes et ainsi connecter toutes les localités de la République. Ça ne vaut donc la peine de continuer à donner gratuitement votre argent à des familles terriennes montées de toutes pièces, à des propriétaires terriens usurpateurs, sans foi ni loi, qui bénéficient malheureusement parfois de l'appui de certains officiels à mal de crédibilité, à des pseudo-chefs de famille, puisqu'ils existent, qui n'ont plus que la terre pour activité. Bref, des gens qui n'ont plus rien à vendre, qui n'ont même pas gardé quelques centimes de terre pour les générations futures de la famille et qui n'existent plus que pour remettre en cause les limites ou les bornes préexistantes laissées par les ancêtres, méconnaissent à cause de l'argent leurs limitrophes et falsifient les papiers, tronquent l'histoire. Devenus insatiables, avides d'argent et cupides, ils sont à l'origine des troubles fonciers au quotidien.
Ce qui devrait être l'objet de la honte passe pour être une source d'enrichissement au mépris des lois et règlements de la République. Non, nos 342 000 km² regorgent encore des milliers de kilomètres non habités que l'on peut acheter auprès des familles terriennes sérieuses et vivre paisiblement. C'est encore possible. Au gouvernement de repenser sa politique d'urbanisation de nos villes existantes et créer, sinon favoriser, la création de nouvelles cités. Surtout que tout est devenu zone de mise en défense. Ah, voici un autre microbe qui gangrène le foncier congolais. Les arbres passent avant les hommes. Lorsqu'on sait que constitutionnellement, l'État doit garantir un habitat décent à chaque citoyen. Le Congolais ne sait plus, à vrai dire, où s'acheter une parcelle paisible. Il est, l'on dira, persécuté de toutes parts, et par des pseudo-terriens et par l'État. Des expropriations par exemple, jamais indemnisées, lorsqu'on sait que la loi parle de juste et préalable indemnisation. Revenons sur la visite des travaux des écoles privées du quartier Mbota-Carlos qui a été organisée hier lundi dans la matinée par Edmond Mouzita dans sa circonscription, s'il vous plaît, administrative en sa qualité d'administrateur de proximité du quartier 410. Prince Azuka pour ce compte rendu. S'enquérir de l'état de fonctionnement des écoles privées et de la manière dont sont dispensés les cours dans ces écoles après quelques jours de la rentrée des classes a été le leitmotiv de cette visite de travail du chef de quartier 410 Mbota-Carlos dans sa circonscription administrative. Il était accompagné de ses chefs de zone. Partout où ils sont passés, quelques failles ont pu être observées dans certaines écoles. L'on peut citer parmi ces failles le manque d'électricité dans les salles de classe, l'état des latrines non conformes aux normes d'hygiène, une pléthore d'élèves dans les salles comme à l'école publique. Hélas. Et pour finir, pas de drapeau dans quelques cours. Aussi, la culture de la levée des couleurs semble être bafouée. Au sortir de cette ronde de travail, le chef du quartier 410 Mbota-Carlos, Edmond Mouzita, se dit être un peu satisfait, non sans interpeller les promoteurs de ces établissements scolaires privés. Bon, la première observation faite qui saute à l'œil nu, c'est que dans certains établissements, nous n'avons pas trouvé le drapeau de la République. Porter leur bavette, beaucoup d'élèves, même le corps enseignant, beaucoup aussi. Donc cette affaire, on est obligé de les appeler pour leur dire ce qu'ils doivent faire dorénavant pour que ça aille mieux. Dans une salle, on ne peut pas assister à ce qu'on a vu là. Parce que même les enfants, entre eux, ils ont de la peine même à bouger. Hein? C'est des effectifs dans la salle, bien sûr, pléthoriques. Il va falloir qu'on leur demande d'éclater ces salles s'ils veulent que ça marche normalement, conformément aux lois de la République. Donc, vraiment, il y a des salles où les enfants sont coincés. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à arranger, mais on peut dire que les moyennes, un peu acceptables. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Ayant touché du doigt quelques réalités des conditions d'apprentissage des élèves qui sont la relève de demain, le chef du quartier 410 a promis y veiller en sa qualité d'administrateur de proximité pour que les promoteurs s'attellent à aller vers la norme pour le bien-être des élèves et enseignants de sa circonscription administrative. Comme annoncé dans les titres, célébration ce 19 octobre 2021 de la journée mondiale de la lutte contre le cancer du sein. Qu'en est-il de cette pathologie et de cette journée irrelative? Les Congolais et Congolaises sont-ils au courant de cette journée? Suivons plutôt ce reportage de Prince Azuka et Olivier Titi Merioska Bakwitana. Ignoré des uns, connu de l'intime minorité des Congolais, le cancer du sein est le deuxième cancer qui tue le plus de femmes dans le monde, après celui du col de l'utérus. En 2020, l'on a pu enregistrer 2,3 millions de cas et 685 000 morts dans le monde. Les hommes ne sont pas en reste. Ils sont également touchés par ce cancer du sein, mais ils ne représentent que 0,5% à 1% d'écart. Le cancer du sein est le plus meurtrier de tous les cancers qui tuent les femmes au Congo, selon les études menées sur cette maladie. Une pathologie qui fait des ravages dans le monde. En ce jour de célébration de par le monde de cette pathologie tueuse et silencieuse, quelques Ponténégrins se sont prêtés à notre caméra, pour la plupart méconnaissant cette journée dite de lutte contre le cancer du sein. Après ça, il faut savoir les symptômes de la maladie.
Parce qu'on ne peut pas aller se dépister comme ça. Il faut d'abord savoir que la maladie existe bel et bien. Et il y a des symptômes. Quand tu l'observes sur ton corps, tu sauras que en fait, tu vas te pousser à aller te dépister. Mais tout ce que je peux connaître actuellement, il y a l'enfaissement, les tétons, ça rentre à l'intérieur. Et il y a des petits points sur les seins, des petits points sur les seins comme ça. Donc dès que tu constates cela, le mieux à faire c'est de te rapprocher de l'hôpital le plus proche pour te faire dépister. Un coin à l'hôpital, un coin ça visite, mambo tout pour que on se libère de la maladie de Kimbef. Vous avez, faut expliquer que tu n'as pas de ici, Xavier. Bakuiza bakone l'hôpital bakonya tala kimbevo irangé wa bête pang bakento non bête Xavier que journée qui existe la bête congolaise surtout dans la cité il y a que vraiment difficile à couper que bakent bazwa Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de ces images poursuivant cette édition en parlant de la E2C. Personne n'est sans ignorer que l'électricité reste un grand facteur de développement d'un pays, mais malheureusement l'électricité est encore une denrée rare et surtout un casse-tête dans notre pays. Le Congo, pourtant bien arrosé par la Providence, l'eau, une ressource justement naturelle propre à produire l'électricité. Le Congo en regorge abondamment en cours d'eau, même en pleine côte urbaine. Le cours d'eau sur l'Atikobo est susceptible de recevoir au moins un mini-barrage électrique, nous ont dit Tivongo. Que vous inspire cette sorte de barrage? Qu'est-ce qu'on ne peut pas produire à partir d'un tel cours d'eau? Réfléchissez. Le Congo, un pays plein d'atouts naturels. Pour ne prendre que le cas de l'eau, nous en avons à satiété. Tenez, nous en avons en rivière, en lac et lagunes, en source, en sous-sol, en pluie, en océan, en fleuve, en cours d'eau et certainement par beaucoup d'autres moyens encore. Car les sachants savent qu'on peut récupérer l'eau souillée de pluie et en faire quelque chose d'utile. Au fond, avec l'eau, l'on obtient l'électricité à partir d'un barrage. Car le barrage est entre autres la construction, regardez vos dictionnaires, d'un obstacle qu'on oppose à un cours d'eau dans le but d'obtenir une force motrice. Donc, obtenir une force qui fasse tourner un moteur, appelé turbine, pour produire l'électricité. Alors pourquoi souffrirons-nous de toute éternité de cette sempiternelle problématique du manque chaotique de l'électricité dans un pays arrosé? Des cours d'eau serpentent la ville pouvant nous être utiles à beaucoup de choses. Et ici, pour rester dans le sujet, à la production de l'électricité à travers la construction des mini-barrages, à l'effet d'alimenter chaque quartier et régler définitivement le défaut technique que connaît la SNE de Fente davantage aujourd'hui, la saturation de son réseau électrique. La demande étant grande, mais l'offre ne répond pas. En tout cas, observez bien ce cours d'eau, la Tikobo. Pour ceux qui sont perdus, elle est située à quelques pas du boulevard Sunda, non loin de la pharmacie Latin, dans le 2e arrondissement Mvumvu. À la faveur de la construction de ce pont, ça nous donne une image, une idée d'un barrage. Et qu'adviendrait-il si le projet ici, c'était la construction d'un mini-barrage? Hélas, nous avons des ressources naturelles, mais les ressources humaines, notre capital humain, ne réfléchit plus sur le comment valoriser ces ressources naturelles et apporter des solutions idoines aux problèmes qui minent le quotidien des populations. Les ressources humaines enrôlées systématiquement, tous ou presque, dans la politique politicienne, perdues dans le culte de la personnalité pour plaire aux chefs et non dans le management innovant, créateur des miracles socio-économiques pour le bien-être du peuple. Ah! Si le nouveau ministre de l'énergie pouvait dire au cadre de la SNE de Fente que l'heure n'est plus aux danses, aux contre-performances, à l'incompétence, mais au sens du travail et des initiatives, pour finir avec cette histoire de délestage qui dure déjà des décennies entières.
Restant toujours en local, se rendant compte qu'au Congo, si vous ne plaidez pas vous-même, l'on risque de vous abandonner au point de ne pas vous donner la possibilité de jouer pleinement votre rôle. Le cas probant des plaines situées sur la route nationale numéro 1, précisément sur la traversée du Niari et de la Bouinza, qui se plaignent de ce que aucun d'entre nous ne se préoccupe de leur exploitation en agricole et en habitation. La route nationale numéro 1 ont prêté leur voix à notre reporter Tivango. Nous nous disions que c'est l'état de la route qui était à l'origine de notre inexploitation. Hélas, grande erreur de notre part. Nous avons aujourd'hui compris que c'est la paresse, la négligence, la vantardise, l'esprit bureaucrate et l'absence criarde de l'esprit entrepreneurial dont font montre les Congolais qui seraient la cause non seulement de notre inexploitation, mais surtout de la dépendance et de l'insécurité alimentaire que notre pays connaît. Sinon, comment imaginer que la Providence vous ait prévu des plaines, les ait disposées davantage à votre portée au travers de la traversée d'une route susceptible de vous faire accéder dans ces vastes étendues de plaines sans difficulté aucune et que ces plaines ne soient même pas exploitées. Nous voulons dire, nous, plaines situées sur la route nationale numéro 1, pourquoi ne méritons-nous pas votre attention? Que n'avons-nous pas comme atout pour que tous, du sommet à la base, nous traversent et en grande vitesse d'ailleurs, sans que nous ne vous inspirons l'idée d'entreprendre. Le cas échéant, une plantation, un verger, un étang, une ferme, une miellerie, une habitation, pourquoi pas. Ceux qui pensent qu'il faut restaurer l'autorité de l'État en cassant les avoirs des populations en ville là-bas, pourquoi ne viennent-ils pas ici pour venir établir l'autorité de l'État en nous urbanisant avant que les anarchistes et les faussaires n'arrivent? Avant que l'urbanisation sauvage, semble-t-il, orchestrée par les terriens, ne nous gagne. Gouverner, c'est vous les intellectuels et les technocrates qui saviez que c'est prévoir. Pourquoi ne prévoyez-vous pas? Et êtes-vous comme surpris par les actes fonciers illicites? L'autorité de l'État devrait être établie et non restaurée. Toutes les fois qu'on parle de restauration de l'autorité de l'État, s'il vous plaît, c'est en effet un aveu d'échec de la gouvernance. Vous le comprenez mieux que nous, pauvres plaines. Qu'est-ce que nous allons vous apprendre? Vous avez placé comme priorité de ce quinquennat la révolution agricole. Mais retenez que l'agriculture ne se fait pas dans les bureaux ou avec des beaux discours remplis de tournures françaises, comme faisaient les ministres de l'agriculture d'autrefois, mais sur le terrain, sur des terres arables bien entendu. Nous, plaines de la nationale numéro 1, avons cet atout. Nous sommes des terres arables, potentiellement riches. Nous attendons voir ce que vous ferez de nous, les plaines du Congo, en ce quinquennat des agriculteurs et de l'indépendance alimentaire. Une bonne vision pourtant. N'oubliez pas dans vos conseils de ministres de réfléchir autour de la tarification de vos péages, qui est en train de faire fuir aussi nombre d'investisseurs agricoles, piscicoles et autres, sans que vous ne vous rendiez compte. Une plaine est naturellement riche. Ne nous tournez pas le dos, s'il vous plaît. C'est pour votre bien-être, ce plaidoyer. Car d'autres pays en manquent et en recherchent même. Hélas, la Providence a aimé le petit pays de 342 000 km². Vous avez bien compris qu'il s'agissait bien des plaines de la route nationale numéro 1 qui ont prêté leur voix à notre reporter Tivungo. Place à la page internationale à présent, après avoir pris à la légère pendant plusieurs mois la gravité de la pandémie à coronavirus au Burundi, le pays accepte finalement le don de 500 000 doses de vaccins chinois Sinopharm, dont le premier lot a été reçu jeudi et la vaccination, s'il vous plaît, devrait débuter la semaine prochaine, et ce, malgré le comportement sceptique de la population burundaise. Africa News pour ce reportage. Au Burundi, la vaccination contre le Covid-19 n'a pas encore commencé.
Après avoir minimisé pendant plusieurs mois la gravité de la pandémie, le pays a finalement accepté le don de 500 000 doses de vaccins chinois Sinopharm. Le premier lot a été reçu jeudi et la vaccination devrait débuter la semaine prochaine pour certaines catégories de personnes, mais les Burundais restent mitigés à l'égard des vaccins. Pour moi, je ne me vois pas faire ce vaccin ou accepter d'être vacciné. Parce que j'ai entendu que même si on est vacciné, on peut toujours avoir le Covid-19 et infecter les autres. La vaccination visera d'abord les soignants, les personnes de plus de 60 ans ou présentant des problèmes de santé, ainsi que celles souhaitant se rendre à l'étranger et les volontaires. Le manque d'engagement même du gouvernement, dire qu'il va dans la responsabilité de celui qui se fait vacciner, là vous comprendrez que quand même il y a lieu de se poser mille et une questions. D'où j'encouragerais plutôt à ce qu'on intensifie la campagne de sensibilisation pour que chacun soit conscient que quand même le danger est bel et bien là. Deuxièmement, disponibiliser les produits parce que c'est une maladie qui est quand même curable. Un don de vaccin de la Banque mondiale est attendu à la fin du mois et à partir du 1er novembre, toute personne voyageant dans le pays à partir de Bujumbura devra se faire dépister et posséder un pass sanitaire. Toujours à l'international, une attaque a eu lieu dans un marché dans le nord-est du Nigeria. 43 personnes ont perdu la vie, assassinées par les hommes armés appartenant à une bande criminelle. Nous rappelons Africa News pour les détails. Dans le nord-ouest du Nigeria, une attaque a eu lieu lundi dans un marché. 43 personnes ont été assassinées par des hommes armés appartenant à une bande criminelle présumée. La tuerie a eu lieu dans l'état de Sokoto. Les responsables sont connus localement sous le nom de bandits. Lourdement armés, les bandes criminelles terrorisent le centre et le nord du pays. Les villages sont les principales cibles de leurs attaques. Le porte-parole de la police a confirmé l'attaque en précisant qu'une tuerie semblable était survenue dimanche en fin de journée dans la ville de Goronyo du même état, sans énoncer le nombre de pertes. Les réseaux téléphoniques ont été suspendus dans la zone pour perturber les opérations des gangs, ce qui complique la collecte d'informations. Depuis le mois dernier, l'armée mène des opérations aériennes et terrestres contre les camps de bandits dans l'état voisin de Samfara. Au Kenya, des infrastructures financées pour la plupart des prêts et dont les matériaux de construction sont fournis par certaines entreprises locales. Africa News, une fois de plus. Depuis 2013, le Kenya a entrepris de développer ses infrastructures, allant des aéroports à la Silicon City ou encore les extensions des différents ports. Le pays d'Afrique de l'Est est en chantier. Des infrastructures financées pour la plupart par des prêts et dont les matériaux de construction sont fournis par certaines entreprises locales comme QuickBank. Nous avons travaillé avec le comté de Narok où nous nous sommes associés dans la construction de barrages. Nous avons travaillé avec le comté de Bomé pour l'aider à construire son réseau routier. En dehors du Kenya, nous avons aussi travaillé avec le gouvernement tanzanien où nous sommes fournisseurs dans l'une des mines d'or. Le Kenya a entrepris des méga-projets d'infrastructures dans le but de stimuler la croissance économique et de maintenir sa position de géant économique de la région. Plusieurs millions de dollars ont été investis dans la construction de l'autoroute à 8 voies de 50 km entre Nairobi et Thika. Les travaux devraient s'achever en 2022. Cette voie express de Nairobi transforme déjà la capitale. QuickBank a participé au projet en partenariat avec une société sud-africaine. Notre plus grande contribution est donc de nous assurer qu'il y a plusieurs équipements disponibles pour tous les entrepreneurs et qu'ils peuvent les utiliser à tout moment pour tous les projets d'infrastructure en cours. L'amélioration des infrastructures permettra au Kenya d'attirer davantage d'investissements étrangers. C'est la fin de ce journal. Je vous laisse en compagnie des programmes de TPT+. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.